Guyane, actualité. Un vote pour l'histoire. Hier, la France a inscrit l'IVG dans sa constitution. Une protection supplémentaire de ce droit menacé dans de nombreux pays. L'occasion pour nous ce matin de faire un point sur la situation guyanaise, l'accès à l'avortement sur le territoire. Interview à suivre de Nadia Thomas, gynécologue pour les CDPS. Ce sera en début de journal. Au programme également, dernier jour de visite pour le président de la Fédération française de football. Hier, Philippe Diallo était aux côtés du maire de Remire-Montjoly pour évoquer notamment l'avenir du stade Edmar Lama, vous l'entendrez. Et puis 3 ans après le drame du Saut-Maripa à Saint-Georges qui avait coûté la vie à une jeune fille, le maire de la commune, Georges Elfort, a été mis en examen. Nous reviendrons également sur ce triste anniversaire. Cela fait 1 an désormais qu'Hendrik Sardjou est porté disparu. Sa famille reproche à la gendarmerie de ne pas les informer sur l'avancée de l'enquête. Enfin, la dynamique démographique de la Guyane est très hétérogène. Les écarts sont importants selon les communes. Certaines se densifient à vitesse grand V quand d'autres perdent des habitants. Sujet complet en fin de journal. Et votre invité ce matin, Victor? On vient d'en parler, Philippe Diallo, le président de la FFF est en Guyane. Que retenir de son déplacement et quelles ambitions pour le football guyanais de la part de la Fédération française de football? On en parle tout à l'heure à 7h15. Voilà, vous avez le programme. Radio Pays 7h, c'est le journal. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous ensemble jusqu'à 9h ce matin. Et comme tous les matins, d'ailleurs, nous en parlions il y a de cela quelques minutes à peine avec Rudy Stephenson dans sa revue de presse de l'IVG qui est désormais inscrite dans la Constitution. Et oui, les députés et les sénateurs étaient réunis hier en congrès au château de Versailles pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Selon les spécialistes gynécologiques, l'accès à l'avortement est correct, disent-ils en Guyane, avec des structures hospitalières dédiées à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Des médecins et des sages-femmes libéraux assurent également les IVG. Le réseau Périnat Guyane dispose d'un annuaire pour orienter les femmes vers des spécialistes. Pourtant, et selon Nadia Thomas, gynécologue pour les CDPS dans les communes isolées, pas facile, dit-elle, de réaliser des campagnes d'information sur l'avortement dans certains endroits en Guyane. Qui est des communes de l'intérieur, c'est toujours le même problème. Les femmes hésitent parfois à recourir à l'IVG parce que quand on est dans un tout petit centre, un tout petit village, le problème de la confidentialité, il est difficile. Quand vous habitez un village de 400 ou 500 habitants, très vite, tout le monde sait pourquoi vous êtes venu au centre de santé. C'est très difficile sur ce territoire de faire la promotion de l'avortement parce qu'on est quand même dans un territoire où la religion est encore très très présente et il y a quand même un espèce de lobbying un peu religieux qui n'est pas si anodin que ça. Donc c'est pas facile de faire la promotion de l'avortement et moi je me souviens qu'il y a quelques années quand on a voulu faire des affiches pour le centre de planification où je travaillais à cette époque-là, le graphiste avait résolument refusé de marquer le mot avortement sur l'affiche. Il avait bien voulu marquer IVG, mais c'est vrai que le mot avortement est souvent pas utilisé parce qu'il est considéré un peu comme un gros mot. Après, l'accès est relativement facile, mais il faut quand même savoir où s'adresser et c'est vrai que par exemple, c'est difficile dans les lycées de mettre des affiches où il y a ces mots-là aussi. Voilà, Nadia Thomas, elle répondait aux questions d'Étienne Cornec. Selon les derniers chiffres de l'adresse, en 2022, 3717 avortements ont été pratiqués en Guyane. Vous en parliez dans vos titres, Victor, du président de la FFF en visite au stade Edmar Lama. Et Philippe Diallo, en déplacement en Guyane depuis dimanche, a constaté le niveau des installations sportives du territoire. Hier, le président de la Fédération française de football s'est rendu au stade Edmar Lama. Le stade de Remire-Montjoly était il y a quelques mois encore le seul équipement qui pouvait accueillir des rencontres à dimension internationale, sauf qu'il ne répond plus aux exigences de la CONCACAF pour des matchs de la Gold Cup. Conséquence, les rencontres de la sélection de Guyane de football sont délocalisées à Fort-de-France. Après un échange avec Claude Plenet hier, le maire de Remire-Montjoly, Philippe Diallo s'est engagé à apporter un coup de pouce de 150 000 €. Or, pour une remise à niveau complète, le budget prévisionnel avoisinerait plutôt les 2 ou 3 millions d'euros. Pour monter en gamme, de nombreux travaux sont nécessaires, explique Claude Plenet. On parle d'éclairage, on parle du terrain, on parle des vestiaires, effectivement. Alors par exemple, les vestiaires, il faudrait des vestiaires climatisés, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudrait aussi passer de 800 lux à 1000 lux pour l'éclairage. Et pour ça, il faut 250 000 €. Le terrain lui-même pose problème en saison des pluies, puisque le terrain est complètement inondé par rapport à un problème de drainage. C'est pas un problème qui est nouveau, c'est un problème qui dure depuis pratiquement aujourd'hui plus de 5 ans et qui s'accentue avec le temps. Pour faire les travaux, il faudrait pratiquement fermer le stade pendant 7 mois et 500 000 € d'investissement. Donc nous avons investi
lors du dernier match des Yanadoko à Réunion-Montjoly, donc au stade d'Edmond-Lama, 82 000 euros sur fonds propres, c'est-à-dire de la caisse de la commune, pour pouvoir améliorer l'éclairage. Parce que l'exigence est forte au niveau de la CONCACAF. Ce sont des pays qui jouent. Et nous, petit département français, et pire, petite commune de Réunion-Montjoly, nous ne pouvons pas rivaliser avec le Guatemala, avec les États-Unis et le Canada. Il faut être réaliste au moins à ce niveau-là. Les propos étaient recueillis par José Blaisès. Dernière séquence aujourd'hui, le président de la FFF se rend à Georges Chaumette, le stade municipal de la ville de Cayenne, pour constater l'avancée des travaux lancés l'an dernier. Philippe Diallo, on le rappelle, sera notre invité dans quelques minutes. Vous nous en parlez également ce matin, Victor, de la grève des AESH qui se poursuit au lycée de Matiti. Mais des membres du personnel AESH accompagnant des élèves en situation de handicap dénoncent des dysfonctionnements au sein du lycée agricole. En cause, un climat de travail toxique selon les grévistes, qui pointent du doigt notamment une pression constante de l'administration et des menaces de non-renouvellement de contrat. Une délégation des grévistes a échangé hier avec des responsables de la DAF, direction de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts, ainsi qu'avec le chef d'établissement et son adjointe. Les négociations ont duré plus d'une heure. Malgré les efforts de négociation, aucun point d'accord n'a été trouvé. La direction devrait donc revenir à la table des négociations en fin de matinée ce mardi, c'est ce qu'a indiqué le syndicat SE-UNSA. Par conséquent, la grève se poursuit encore ce matin. Plusieurs opérations de police et de gendarmerie sont prévues cette semaine. Intervention menée dans le cadre des opérations Place Net, un nouveau dispositif mis en place par le gouvernement. Plusieurs opérations de ce type ont déjà eu lieu, notamment dans l'Hexagone ces dernières semaines. Et donc en Guyane, d'aujourd'hui jusqu'au 20 mars, les services de l'État ont annoncé plusieurs actions d'envergure. Objectif, lutter contre toutes les formes de délinquance, trafic d'armes, de stupéfiants, infractions routières, atteinte à l'environnement ou encore orpaillage illégal. Des opérations judiciaires et des contrôles de zone seront intensifiés sur l'ensemble du territoire selon la préfecture. Le maire de Saint-Georges est mis en examen. Information de nos confrères de Guyaweb, selon qui Georges Elfort, en effet, est mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire. Les faits reprochés remontent au mois d'octobre 2021, lorsqu'un carbet s'était effondré au Somaripa. Une jeune femme de 17 ans était morte et 5 personnes avaient été blessées. Les avocats du maire de Saint-Georges contestent sa responsabilité dans l'accident et souhaitent faire annuler la procédure. Arnaud Berry de Le Sirder. Jeudi dernier, la Chambre de l'instruction examinait cette demande d'annulation. Les deux avocats de Georges Elfort estiment que le maire de Saint-Georges n'a pas commis de faute et n'a donc pas de responsabilité dans le drame qui a coûté la vie à une adolescente de 17 ans. Elle devait passer la nuit dans un carbet sur place avec un groupe de 24 autres personnes qui se rendaient à Camopi, mais la construction s'était effondrée sur eux. Selon Guyaweb, l'un des deux avocats a demandé son placement sous le statut de témoin assisté. Le parquet général a au contraire demandé le rejet de cette procédure d'annulation. L'audience de jeudi s'étant tenue à huis clos, difficile de connaître le détail des échanges. La justice lui reprocherait la vétusté des installations. Le délibéré serait rendu le 27 mars prochain. Les précisions d'Arnaud Béhari, le Sirder. Merci beaucoup Arnaud. Et puis en bref, le 6e conseil du fleuve Oyapock entre la France et le Brésil va se tenir demain à Oiapoque. Les échanges porteront sur un certain nombre de sujets transfrontaliers, puisqu'on le rappelle, ce conseil réunit les représentants des institutions et de la société civile des deux pays. Cela fait désormais un an, Victor, qu'un homme de 33 ans est porté disparu. Ouais, Henrik Sardiou a été vu pour la dernière fois aux alentours du 16 mars 2023, décrit par sa sœur comme étant un jeune homme sans problème particulier. Il résidait entre Rokokoa et le bourg d'Irakubo, où il vivait de jobs et d'autres emplois informels. Lui, qui n'avait pas l'habitude de s'absenter plus d'une semaine selon sa famille, ne s'était pas présenté à l'anniversaire d'une de ses sœurs. C'est d'ailleurs ça qui a suscité d'abord l'inquiétude de sa famille. Alertée par celle-ci, c'est ensuite la mère d'Irakubo qui a fait appel aux forces de l'ordre. Selon les premiers éléments, le jeune homme ne serait ni au Suriname, ni au Brésil, ni dans l'Hexagone. Mais la gendarmerie d'Irakubo n'a depuis un an rien de plus à communiquer à ses proches. On va écouter sa sœur Bidiawati Sardiou. Ma sœur et ma mère, ils ont constaté que mon frère n'était plus nulle part. Ils sont allés signaler ça aux gendarmes. Alors les gendarmes, ils n'ont pas pris ça au sérieux du tout. Déjà, ma sœur et ma mère étaient mal accueillis. Ils étaient dehors, devant la portail. Du coup, ma mère elle était obligée d'aller voir Madame le maire. Et c'est Madame le maire d'Irakubo qui
appelé le gendarmerie pour qu'ils pensent en sérieux. C'est après qu'ils ont commencé à penser en sérieux et faire une petite enquête parce qu'on a dit que non, il n'était pas au Suriname. On a fait notre enquête, on a appelé la gendarmerie de Suriname et la famille, il n'était pas au Suriname. On a dit qu'il n'était pas à métropole parce qu'il n'avait pas de papier, il n'était pas allé récupérer à la préfecture. Donc il ne peut pas partir. Et les gendarmes disent que oui, mais peut-être il est parti sur Fono. On a dit qu'il a jamais quitté la Guyane, en fait, jamais Irakubu. Donc ils ont fait l'enquête, il n'est nulle part, il n'est pas en Brésil, il n'est pas à métropole, il n'est pas au Suriname. C'est pour ça qu'on veut savoir il est où. Voilà un témoignage recueilli par Alice Hartmann. Et si vous avez des informations à ce sujet, contactez la gendarmerie en faisant le 17. On en parle également ce matin de ce jour de finale régionale, en ce mardi, pour le concours Ma thèse en 180 secondes. Ah ouais, ça va se passer à 16h à l'encre. Ce concours permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche avec des termes simples et en 3 minutes seulement. 10 candidats vont s'affronter cet après-midi. Après leur passage, 2 lauréats seront désignés par le jury et le public. Les 2 vainqueurs participeront ensuite à la demi-finale nationale. Le concours est à suivre sur la page Facebook de l'Université de Guyane. La dynamique démographique de la Guyane est très hétérogène. Mais notre territoire, on le sait, est souvent renvoyé à sa démographie galopante. La dernière étude nationale de l'INSEE, présentée en décembre dernier, montrait que la Guyane était le territoire le plus dynamique de France sur ce plan-là. Mais il existe des écarts importants entre les communes. Certaines perdent leurs habitants à vitesse grand V. Sur le littoral, c'est le cas à Sinamaring, Irakubo ou encore Regina. De belles communes, certes, mais sans tissu économique solide. Éloignées des centres économiques, elles se vident un peu plus chaque année et conserve néanmoins une dynamique de natalité mais qui risque de s'estomper au fil du temps, c'est ce que prévient et anticipe Philippe Dorlon, le chef du service territorial de l'INSEE Guyane. Dans ces communes, il y a toujours un solde naturel positif, c'est-à-dire qu'il y a plus de naissances que de décès, mais il y a une partie de la population qui quitte ces communes, donc ce sont des jeunes qui partent faire leurs études pour un premier emploi et qui ne reviennent pas sur la commune. Donc globalement, voilà, c'est ce phénomène-là qui apparaît et donc on le voit après dans le temps, ça engendre un vieillissement de la population, donc la part des jeunes a tendance à diminuer au profit des classes d'âge plus âgées. Ce sont les jeunes à 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans qui ont des enfants et donc s'ils deviennent de moins en moins nombreux, il y aura moins d'enfants et petit à petit, en parallèle le nombre de décès va augmenter. Donc pour le moment, il y a encore de la marge. Le solde naturel est encore très positif, mais petit à petit, il peut arriver des phénomènes de solde naturel négatif, comme on a un peu aux Antilles. Voilà, reportage complet et en long format à retrouver tout à l'heure dans le journal de 8h. Selon la dernière projection de l'INSEE, la population guyanaise totale a passé le cap des 300 000 habitants l'an dernier pour s'établir précisément, selon l'INSEE, à 301 099 habitants. Et on va terminer avec des nouvelles d'Haïti, Victor, où la vie tourne au ralenti depuis hier. Ouais, suite à l'évasion de plusieurs milliers de détenus des 2 prisons principales de Port-au-Prince, le gouvernement a décrété l'état d'urgence dimanche. Conséquence, les écoles et les banques sont fermées. Le plus grand hôpital public d'Haïti a également suspendu ses activités. Hier, le secrétaire général de l'ONU s'est dit très inquiet de la rapide détérioration de la situation sécuritaire à Port-au-Prince, puisqu'on le rappelle, au moins une dizaine de personnes sont mortes durant l'évasion des détenus en fin de semaine dernière. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.